Salut les artistes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite curiosité qui vient d'arriver. Imaginez-vous en troisième, assis à votre table d'examen. Naturellement, vous êtes stressé comme il se doit. Vous s'ouvrez le sujet de français et vous tombez sur le texte que vous allez devoir étudier, un poème intitulé Pantoum patate. Tandis que vos yeux s'écarquillent de surprise, de stress et de rire, vous prenez le temps de lire le poème dans son intégralité. Donc alors, Pantoum patate. Tu frémis dans la graisse d'oie. Je te salue, pomme de terre. Tu mollis dans le feu de bois, ma nourriture débonnaire. Je te salue, pomme de terre, patate universelle, ma nourriture débonnaire, en fine frite ou en rondelle. Patate universelle, je te farcise et je t'écrase, en petits cubes et en rondelles, que tu sois d'Amiens ou de Boise. Je te farcise et je t'écrase, je t'offre noix de beurre et lait. Que tu sois d'Amiens ou de Boise, joie du bébé, joie du gourmet. Je t'offre noix de beurre et lait, tu te saisis du jus de viande, joie du bébé, joie du gourmet. Le monde entier en redemande. Tu te saisis du jus de viande, occidentale citadelle, le monde entier en redemande. Il t'aime vieille ou bien nouvelle. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, répondons aux questions du sujet assez rapidement, comme si on était à l'examen. Ça nous permettra de guider notre analyse. Alors, question 1A, à quel genre littéraire appartient ce texte? 3 éléments de justification sont attendus, c'est sur 4 points, facile. Bon, tout le monde l'aura remarqué, il s'agit d'un poème. On peut citer comme élément de justification la présence de vers, de rimes ou encore la répartition en strophes des vers. Attention à bien justifier pour avoir tous les points. Donc ensuite, question 1B. Comme l'indique le titre, ce texte est un pantoum, une forme littéraire qui se caractérise par une structure particulière. Donnez 2 éléments qui permettent de reconnaître précisément l'organisation d'un pantoum sur 2 points. Bon, alors pour 2 points et pour un niveau brevet, on peut simplement remarquer qu'il y a des répétitions de vers et une disposition en 4-1 par exemple. Mais pour aller plus en profondeur, on peut remarquer que le principe est mathématique. Dans chaque 4-1, le 2e et le 4e vers deviennent systématiquement le 1er et le 3e vers de la strophe suivante. Cette mécanique créa un effet de boucle ou de spirale hypnotique, car en changeant de contexte d'une strophe à l'autre, le sens des mêmes vers évolue imperceptiblement. Le pantoum est une forme poétique fascinante inspirée du pantoun, un type de poème malais. C'est une poésie orale et populaire importée en France au XIXe siècle par Victor Hugo et sublimée par Baudelaire dans son célèbre poème Harmonie du soir. Pour clore le poème en beauté, la toute dernière strophe reprend généralement le 1er et le 3e vers de l'introduction, bouclant ainsi parfaitement la boucle là où tout a commencé. Ici, on voit que ce n'est pas le cas. Si vous voulez en savoir plus sur cette forme, elle figure en bonne position dans mon iceberg des figures de style. Donc, question 2. À qui s'adresse le jeu et de quelle manière? Justifiez votre réponse à l'aide de 2 citations. Bon, là, le jeu s'adresse directement à la pomme de terre par apostrophe et tutoiement sur un ton célébratif et noble. Alors, question 3. Pourquoi patate universelle? J'aime beaucoup cette question, c'est incroyable d'avoir à dire ça sur une copie d'examen, mais bon, patate universelle parce qu'elle se consomme partout dans le monde, elle se prépare de multiples façons et elle s'adresse à tous. Question 4. Quel procédé révèle l'importance accordée à la pomme de terre? Alors procédé, le terme est très large, on peut parler du champ lexical de la noblesse, des apostrophes dont on a déjà parlé qui intègrent le destinataire à l'énoncé, l'anaphore jeteux, etc. ou alors l'anaphore en tu qui contribue à rendre la parole plus solennelle. On a aussi l'accumulation des préparations qui prennent une place considérable dans le poème, ou encore ce petit point d'exclamation qui crée une emphase, c'est-à-dire une insistance particulière et émotionnellement intense. On a l'embarras du choix pour cette question. Question 5. Pourquoi ce texte peut-il amuser à la lecture? Alors on peut aisément admettre que ce texte peut faire rire par le décalage entre son sujet quotidien et assez trivial et son traitement poétique élevé. On pourrait également penser aux répétitions propres à la forme du pantoum qui peuvent ajouter au comique. Et enfin, question 6. Cette photographie pourrait-elle illustrer le texte? Donc cette nature morte, entre parenthèses pomme de terre, de Pierre Boucher
qui date de vers 1945 et qu'on peut retrouver au Centre Pompidou, est une photographie argentique en noir et blanc. Réalisée dans l'immédiate après-guerre, une période marquée par les pénuries et le rationnement, l'œuvre élève la pomme de terre, symbole absolu de la survie et de la restriction, au rang de sujet noble, s'inscrivant dans la tradition picturale de la nature morte, tout en lui donnant une dimension sociale brute. En bon photographiste, influencé par la nouvelle vision et le Bauhaus, Boucher utilise un cadrage serré et une lumière directionnelle en clair-obscur pour sculpter les volumes. Ce traitement graphique accentue la rugosité, la terre et les aspérités de la peau, transformant ces humbles tubercules en de véritables sculptures monumentales. C'est un classique de la photographie formaliste française qui réussit le tour de force d'allier la dureté historique et la poésie visuelle du banal. Et donc, est-ce que ça illustre bien le poème? Eh bien oui et non. On retrouve bien cet anoblissement de la pomme de terre, mais on est loin du comique que porte Paul Fournel dans son Pantoum Patate. D'ailleurs, qui est Paul Fournel? Alors Paul Fournel, c'est un écrivain contemporain, membre de l'Oulipo, donc le Louvroir de littérature potentielle. Ce groupe, fondé par Raymond Queneau et François Le Lyonnais, s'amuse à explorer les contraintes formelles en littérature. Donc Fournel, c'est donc un spécialiste du jeu avec la forme. Dans le poème, on retrouve clairement une tonalité héroïque-comique. Contrairement au burlesque qui traite un sujet noble de manière triviale et basse, l'héroïque-comique prend un sujet banal et le traite avec grandeur et noblesse. Ici, la patate devient une héroïne culinaire, célébrée comme un dieu ou un chevalier. Et cela dans un sérieux très relatif, assez pince sans rire, pour ne pas dire dans une démarche totalement humoristique. Maintenant, quelques points précis ont attiré mon attention à la lecture et mériteraient d'être soulignés. Tout d'abord, on peut remarquer la parodie évidente de la prière « Je te salue Marie » avec « Je te salue pomme de terre ». C'est donc un sacré tubercule qui serait à cuire dans de l'huile d'olive extra vierge. On a également le jeu de sonorité dans Occidental Citadelle. Ça sonne très noble, c'est un joli pont, c'est pas mal. On a aussi Joie du bébé, joie du gourmet, avec une belle symétrie qui nous montre l'universalité sociale de la patate. Personnellement, j'aurais même poussé la symétrie jusqu'à joie du gourmand, joie du gourmet, histoire de montrer que c'est un aliment qui est aussi essentiel dans les fast-foods qu'en gastronomie. On a également le verbe frémir, qui présente à la fois le frétillement dans la graisse, mais qui donne aussi une idée de tremblement vivant. C'est très précis, ça donne une sorte de personnification assez subtile. Après, pour être un peu critique, je trouve que le dernier vers est assez décevant par rapport au reste du poème. Le jeu de mots sur les pommes de terre nouvelles est intéressant, mais semble un petit peu forcé. Et enfin, grosse incompréhension. Là, c'est quoi ça, ce vers incomplet? Pourquoi en plein milieu d'un poème en octosyllabes, on se retrouve avec un hexasyllabe boiteux? On pourrait dire que c'est justement pour appuyer l'emphase dont on a précédemment parlé, mais l'imperfection métrique va à l'encontre du sérieux de façade de l'héroïque comique. Franchement, j'en viens même à me demander si ce n'est pas une erreur, un oubli. En disant pomme de terre à la place de patate, on tombe sur le bon nombre de syllabes. Cependant, pomme de terre, il est déjà présent dans le vers précédent, donc ça ferait une grosse répétition. Donc non, vraiment, je trouve ça assez incompréhensible. On a également le problème de ce vers-ci, en petits cubes et en rondelles, qui, à cause de la présence de ce S, devrait se prononcer en petits cubes et en rondelles. Bon, après, je comprends que cette règle de versification est un petit peu caduque aujourd'hui, donc ça me choque moins de voir ce type de prise de liberté. Et donc, pour ceux qui passent par là et qui sont à la recherche peut-être de conseils pour le brevet, j'aurais peut-être quelques conseils à vous donner. Pour la grammaire, par exemple, déjà soyez précis, essayez d'utiliser un vocabulaire grammatical adapté et le plus précis possible. On évite les réponses vagues ou approximatives. Et pour la réécriture, restez d'une vigilance absolue. Ne perdez pas de points bêtement en faisant des fautes d'inattention ou d'orthographe en recopiant le texte fourni. Pour l'analyse de texte et les questions, le barème, ça va être votre guide. Adaptez la longueur et la richesse de vos réponses en fonction du nombre de points attribués à la question. À chaque fois, essayez de multiplier les preuves. Ne vous limitez pas à une seule citation. Trouvez plusieurs éléments intéressants et ensuite mettez une citation à chaque élément intéressant pour appuyer votre argumentation. Ensuite, il faut avoir un certain sens du détail. Indiquez systématiquement le numéro de la ligne entre parenthèses après chaque citation, faut pas oublier ça. Et attention, s'il s'agit d'un poème, on parle de vers et non de lignes. Ensuite, prenez de la hauteur. Pour les grandes questions, développez vos réponses et n'hésitez pas à faire preuve d'esprit critique. Vous avez le droit d'émettre des réserves ou de souligner les limites de l'œuvre tant que cela reste justifié, cohérent et que vous prenez position clairement. Pour la dictée, la priorité est à la grammaire.
Il faut avoir une vigilance maximale sur les accords, donc le sujet-verbe ou au sein d'un groupe nominal, les participes passés ou les homophones. Ce sont des erreurs qui coûtent plus cher en points, bien plus que l'orthographe ou la ponctuation. Pour l'écrit de rédaction, donc on a le sujet de réflexion et le sujet d'invention. Pour le sujet de réflexion, essayez d'avoir une structure assez claire. Soignez la mise en page en faisant des paragraphes qui sont bien distincts, qui commencent par un alinéa, et essayez d'articuler votre pensée avec des connecteurs logiques. Pour bien développer vos paragraphes, vous pouvez vous appuyer sur la méthode AEI. A comme affirmer, donc vous commencez avec une phrase courte et efficace pour poser l'idée directrice du paragraphe. Comme ça vous évite de partir dans tous les sens et le lecteur y voit directement où vous voulez en venir. Ensuite, le E de expliquer, vous prenez le temps de développer, d'expliciter ce que vous venez d'affirmer. Pourquoi est-ce que vous venez de dire ça dans votre A? Enfin, le I de illustrer, vous donnez un exemple concret qui va permettre de voir que vous vous appuyez bien sur des éléments qui sont réels. Ça peut être un extrait du texte qui vient d'être étudié, mais également une référence à une œuvre qui a été vue dans l'année, ou encore une référence à votre culture personnelle ou culturelle. Pour la rédaction, parfois on peut avoir un peu ce problème de panne d'inspiration. Il y a 2 leviers qui pourraient vous aider à relancer l'écriture. D'abord, l'introspection. L'introspection, c'est plonger dans la psychologie, donc soit de soi-même ou donc des personnages. Que ressent-il à ce moment-là? Explorer et vraiment développer ses sentiments, ça peut être une source d'inspiration infinie si vous n'avez plus trop d'idées pour écrire. Ensuite, c'est un petit peu la même chose pour la description. Ça peut être bien parfois de prendre le temps de vous attarder sur les détails d'un lieu, d'un objet, d'un visage, d'une réaction, d'une scène, pour enrichir votre récit. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront bien aidé. Quoi qu'il en soit, voilà un poème très original, et c'est enthousiasmant de se dire que des élèves ont pu travailler dessus. À mon avis, ça leur fera une bonne anecdote à raconter. D'ailleurs, si jamais l'un d'entre vous passe par là, je serais bien curieux de lire en commentaire votre réaction à la découverte de ce sujet. Sur ce, je vous laisse sur la magnifique Hymne à l'asperge de Stello, écrite en 1932, qui a pu être une inspiration pour ce poème. Vous noterez les subtils sous-entendus érotiques de cette chanson. Et vous, si vous deviez écrire un poème sur votre plat préféré, quel serait-il? Quels aliments choisiriez-vous? Et sous quelle forme contraignante décideriez-vous d'écrire? Dites-moi tout en commentaire, je lirai tout ça avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse. Merci d'avoir regardé. La gloire de l'asperge, ce fier produit du sol français. Asperge, asperge divine, pour nous tu n'as que des appas. Si les roses ont des épines, asperge, tu n'en as pas.